7, exercice numéro 5. Alors dans cet exercice, on va envisager un équilibre de court terme. Donc un équilibre de court terme signifie qu'on aura probablement des coûts fixes et des coûts variables sur un marché de concurrence pure et parfaite. Sur ce marché, on va faire apparaître des firmes de type 1 et de type 2 qui sont donc différentes. On a deux catégories de firmes qui vont donc être définies par des fonctions de coûts différentes. Alors pour les fonctions de type 1, on va avoir des coûts variables qui sont définis ici sur le sujet, et puis on va avoir également des coûts fixes qui seront égaux à 12. Alors on observe, comme nous l'indique le sujet, qu'il y a une discontinuité en 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la production est égale à 0, eh bien les coûts variables seront égaux à 0. Par contre, dès que la production est supérieure à 0, dès que l'entreprise se met à produire, alors on va avoir tout de suite une augmentation des coûts variables qui va directement passer à au moins 4. Ici, lorsque la production sera égale à 0, on a un coût variable qui est égal à 4. Alors concrètement, ça correspond à quoi dans la vraie vie? Ça correspond à des situations où une entreprise a besoin de paramétrer ses machines, de régler ses machines, de faire des essais. Enfin bref, on a un certain nombre de coûts pour en quelque sorte lancer la machine, pour faire la mise en route de production. Et donc c'est pour ça qu'on a une discontinuité au niveau de la première unité produite. En ce qui concerne la deuxième catégorie d'entreprises, eh bien là aussi on aura des coûts variables qui sont présentés ici avec le même type de discontinuité et des coûts fixes qui sont présentés ici. On sait enfin qu'il y a 300 entreprises de chacune de ces deux types. On nous demandera pour chacune de ces types d'entreprises de faire des calculs assez classiques de coûts moyens, de coûts variables moyens, de coûts marginal et de les représenter graphiquement. On nous demandera ensuite de définir la fonction d'offre totale. Alors une fois qu'on aura les résultats de la question 1, définir la fonction d'offre, eh bien ce sera agencer les éléments connus pour pouvoir formuler la fonction d'offre. Et enfin, on nous demande d'identifier un équilibre. On va nous donner des éléments de demande et puis on va chercher l'équilibre, autrement dit le point tel que l'offre qu'on aura déterminée en question 2 sera égale à la demande qui nous est déterminée ici dans la question 3. Dans la première question, on nous demande de calculer le coût moyen, le coût marginal, le coût variable moyen et de les représenter graphiquement. Alors avant de se lancer dans la réalisation concrète de l'exercice et des calculs, on peut essayer de se rappeler ce qu'on devrait trouver en théorie. Alors ce qu'on devrait trouver en théorie, ce sont des représentations graphiques de cette forme. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve notamment notre coût marginal. On sait que la partie croissante de ce coût marginal sera notre fonction d'offre. On sait également qu'il y a des points particuliers sur cette fonction d'offre qui sont le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité. Alors le seuil de fermeture, il est obtenu par l'égalité entre le coût marginal et le coût variable moyen, autrement dit c'est ce point-là, et le seuil de rentabilité, il est obtenu au moment de l'égalité entre le coût marginal et le coût moyen, ici en vert, autrement dit ce point-là. Donc au travers de nos calculs, on va essayer, première chose, de vérifier que les fonctions de coût moyen, de coût variable moyen, de coût marginal ont bien la forme attendue, sont conformes à ce que nous dit la théorie économique, autrement dit qu'elles sont d'abord décroissantes puis croissantes, c'est le cas pour ces trois courbes. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, on ira chercher le seuil de rentabilité, le seuil de fermeture, afin de pouvoir déterminer la fonction d'offre. C'est ce qui nous est demandé dans la question numéro 2. Ça n'est pas évoqué dans le questionnaire de l'énoncé, mais on peut le faire apparaître néanmoins. Ici, on a les coûts fixes. Alors les coûts fixes sont fixes par définition. Autrement dit, on a une valeur, un coût, qui est réparti sur le nombre d'unités produites. Donc plus le nombre d'unités produites est grand, et plus le coût par chaque unité produite est faible. Donc on a bien ici une forme de ce type-là, où on observe que les coûts fixes unitaires vont être très faibles lorsque les quantités produites sont grandes, et les coûts fixes unitaires vont être très grands lorsque les quantités produites sont faibles.
Avant de rentrer dans le détail des calculs toujours, un petit rappel, on a ici un petit logo court terme qu'on n'est pas obligé de mettre, mais pour bien préciser qu'on travaille ici dans le court terme, et dans le court terme, on a donc des coûts variables et des coûts fixes. Donc, lorsqu'on fera nos calculs, par exemple le coût moyen, le calcul de coût moyen, eh bien, on pourra faire le calcul en utilisant la formule habituelle, c'est-à-dire le coût divisé par les quantités, mais ce coût, il est égal à la somme des coûts variables et des coûts fixes. Donc on peut remplacer cette écriture classique du cours par celle-ci, où on fait apparaître les coûts variables et les coûts fixes, et ce d'autant plus qu'ils sont bien identifiés, bien différenciés dans l'énoncé. Alors l'intérêt d'écrire ça sous cette forme, c'est qu'ici on va avoir les coûts variables divisés par les quantités, donc on obtiendra les coûts variables moyens, et ici on aura le coût fixe divisé par les quantités, on obtiendra donc le coût fixe moyen ou le coût fixe unitaire. Alors, début des calculs pour les entreprises de type 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour ces entreprises? Eh bien, on connaît leurs coûts variables, on connaît leurs coûts fixes. Et donc, nous, ce qu'on nous demande de calculer, c'est le coût moyen, le coût variable moyen et le coût marginal. Alors, commençons par le coût moyen. Le coût moyen, c'est le coût divisé par les quantités. Autrement dit, c'est ici le coût variable des entreprises de type 1 plus le coût fixe des entreprises de type 1 divisé par les quantités. Le coût variable était donné par l'énoncé, le coût fixe est également donné par l'énoncé. On divise le tout par les quantités. On trouve donc un coût variable moyen égal à Y et un coût fixe moyen égal à 16 sur Y. Y représentant les quantités produites. Avant d'aller plus loin, on va s'assurer que ce coût respecte bien les résultats obtenus par la théorie économique, autrement dit que le coût moyen est dans un premier temps décroissant, puis atteint un minimum et est ensuite croissant. Pour étudier les variations d'une fonction, on en cherche la dérivée. Donc je cherche ici la dérivée du coût moyen que je viens d'obtenir. J'avais ici mon coût moyen, je le dérive et donc j'obtiens 1 moins 16 sur Y carré. L'idée, c'est de chercher quand est-ce que cette écriture-là est négative, quand est-ce qu'elle est positive. Donc, ici, cette écriture-là est négative, eh bien, lorsque y est inférieur à 4. Donc ici, on a les différentes étapes de la résolution qui nous permettent de voir que lorsque la production y est inférieure à 4, alors on va avoir un coût moyen qui est décroissant. On peut refaire tous les calculs, mais je vais aller un petit peu plus vite et je vais donc en déduire que 4 est notre minimum et qu'à partir de 4, eh bien, on a un coût moyen qui va être croissant. Vous pouvez refaire le calcul tout simplement en changeant le sens du signe et vous cherchez à ce moment-là quand est-ce que eh bien, cette écriture-là est positive et à ce moment-là, vous allez voir que c'est lorsque y est supérieur à 4. On a donc bien un minimum de ce coût moyen pour y est égal à 4. Alors est-ce qu'on peut en faire quelque chose de ce résultat? Eh bien oui, puisque on sait que le minimum du coût moyen, c'est le seuil de rentabilité. On l'a évoqué dans l'introduction. Donc on peut identifier tout de suite le seuil de rentabilité. Comment? Je sais que pour quantité est égal à 4, y égale 4, j'ai mon seuil de rentabilité, il me reste à déduire le prix associé à ce seuil de rentabilité. Pour cela, je remplace la valeur que j'ai identifiée, 4, dans le coût moyen. On sait qu'à l'équilibre, le prix est égal au coût marginal est égal au coût moyen. Donc ici, c'est le prix au seuil de rentabilité qui m'intéresse, et au seuil de rentabilité, eh bien, je sais que j'ai égalité entre coût marginal et coût moyen. Donc j'utilise la formulation mathématique du coût moyen. Donc ici, j'obtiens 4 plus 16 sur 4 qui est égal à 8, et donc ça, c'est le prix correspondant à mon seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité est atteint pour prix égale 8, quantité égale 4. On reste dans l'étude des entreprises de type 1. Quel est maintenant le coût variable moyen? Eh bien, le coût variable moyen, c'est le coût variable divisé par les quantités. Le coût variable était proposé dans l'énoncé et je divise par y les quantités. J'obtiens donc y plus 4 sur y. De la même manière qu'on a fait l'étude du coût moyen, on peut faire l'étude du coût variable moyen pour en chercher le minimum. Donc,
on va chercher quand est-ce que ce coût variable moyen est décroissant. Pour cela, on en cherche la dérivée et on va chercher quand est-ce que cette dérivée est inférieure à 0. Donc la dérivée de cette écriture mathématique du coût variable moyen est obtenue ici, et donc c'est 1 moins 4 sur y au carré. Donc ça, c'est la dérivée de cette écriture-ci. On se demande quand est-ce que cette écriture est inférieure à 0, donc on obtient cette écriture-là, et en la résolvant, on obtient y inférieur à 2. Donc ça veut dire que lorsque la quantité produite est inférieure à 2, alors, eh bien, on a un coût moyen variable qui est décroissant. À partir du moment où la production est supérieure à 2, je vais avoir un coût variable moyen qui va être croissant. Cela signifie donc que y égale 2 est le minimum du coût variable moyen. On respecte bien les conditions générales de forme des coûts variables. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Oui, le coût variable moyen, le minimum du coût variable moyen, c'est le seuil de fermeture. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le coût variable moyen, enfin l'écriture mathématique du coût variable moyen, et on remplace les quantités par leur valeur et on obtient 4. Ça veut donc dire que pour un prix qui est égal à 4, on a alors une production qui est égale à 2, et ça, c'est notre seuil de fermeture. Donc si le prix sur le marché est inférieur à 4, l'entreprise ferme. Si le prix est égal à 4, l'entreprise produira 2. On nous demande ensuite le coût marginal des producteurs de type 1. Donc le coût marginal, c'est la dérivée du coût total par rapport aux quantités. Donc ici, on va dériver le coût. Alors, on peut faire la dérivée du coût total. On peut aussi aller plus vite en se disant que, eh bien, on va faire la dérivée par rapport à y, et par définition, les coûts fixes ne sont pas proportionnels à y. Donc on peut directement faire la dérivée du coût variable par rapport à y. Ça permet de gagner un peu de temps dans l'opération de dérivée, ça revient strictement à la même chose. Et donc ici, on obtient un coût marginal pour les entreprises de type 1 qui est égal à 2y. Pour résumer, pour les entreprises de type 1, on a un coût moyen qui est égal à y plus 16 sur y, et on en a déduit que le seuil de rentabilité était obtenu pour une quantité qui était égale à 4 et un prix qui est égal à 8. Ce point apparaît ici sur mon schéma. Le coût variable moyen des entreprises de type 1, on a déterminé que c'était y plus 4 sur y, et on en a déduit que le seuil de fermeture était obtenu pour une quantité égale à 2 et un prix associé égal à 4. Il s'agit de ce point-là sur le schéma. Et enfin, on a déterminé que le coût marginal était égal à 2y, c'est cette droite ici sur le schéma. On peut faire exactement le même raisonnement à partir des entreprises de type 2. Donc on va calculer le coût moyen des entreprises de type 2 en faisant le coût total divisé par les quantités produites, autrement dit la somme du coût variable et des coûts fixes des entreprises de type 2 divisé par les quantités produites. On obtient donc cette écriture mathématique, ce qui donne 3y plus 27 sur y. On fait une étude rapide de cette fonction pour s'assurer qu'elle a bien la forme annoncée par la théorie économique, autrement dit qu'elle est d'abord décroissante puis croissante. On le fait en calculant la dérivée de cette écriture, on obtient 3 moins 27y au carré, et on cherche le minimum de cette fonction qui ici est 3. Donc on a bien un coût moyen qui est décroissant lorsque y est inférieur à 3, et un coût moyen qui est croissant lorsque y est supérieur à 3. Y égale 3 est donc le minimum de notre coût moyen. On peut utiliser cette notion pour définir notre seuil de rentabilité. Le minimum du coût moyen est le seuil de rentabilité. Donc on remplace y égale 3 dans l'écriture du coût moyen et on obtient 18. 18, le prix de 18 est donc le seuil de rentabilité pour une quantité produite égale à 3. On fait la même chose pour le coût variable moyen. Alors le coût variable moyen, c'est le coût variable divisé par les quantités. Donc le coût variable était déterminé par l'énoncé qu'on divise par y et on obtient donc 3y plus 3 sur y.
On en fait une étude rapide en faisant la dérivée, on obtient 3 moins 3 sur y carré, et on observe que le minimum de cette fonction est atteint pour une quantité égale à 1. Le coût variable moyen est décroissant lorsque y est inférieur à 1, et le coût variable moyen est croissant lorsque y est supérieur à 1. Ça veut donc dire qu'on a un minimum pour cette fonction, pour y, quantité donc, égale 1. On insère ce résultat y égale 1 dans notre coût variable moyen et on obtient un prix qui est égal à 6. Donc ça veut dire que le seuil de fermeture est atteint pour une quantité qui est égale à 1 et un prix sur le marché qui est égal à 6. Le coût marginal des producteurs de type 2 sera donné par la dérivée de la fonction de coût des entreprises de type 2 par rapport aux quantités. On peut se simplifier le travail en ne faisant que la dérivée du coût variable, puisque par définition, les coûts fixes sont non proportionnels aux quantités, donc la dérivée par rapport aux quantités n'apparaîtra pas en tout cas dans le calcul mathématique du coût marginal, et on obtient que pour les entreprises de type 2, le coût marginal est égal à 6y. Pour résumer, pour les entreprises de type 2, eh bien, on a un coût moyen qui est égal à 3y plus 27 sur y. On en a déduit que le seuil de rentabilité était obtenu pour une quantité égale à 3 et un prix égal à 18. Le coût variable moyen des entreprises de type 2 est égal à 3y plus 3 sur y. On a donc un seuil de fermeture obtenu pour une quantité égale à 1 et un prix qui est égal à 6. Et enfin, on a identifié que le coût marginal était égal à 6y. Le seuil de rentabilité apparaît ici sur le graphique, le seuil de fermeture apparaît ici sur le graphique, et cette droite représente le coût marginal des entreprises de type 2. On demande dans la deuxième question d'utiliser tout ce qu'on a calculé dans la question 1 pour formuler la fonction d'offre de chacune de ces deux entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une fonction d'offre, c'est la partie croissante du coût marginal qui se trouve au-delà du seuil de fermeture, puisque par définition, lorsque le prix est inférieur au seuil de fermeture, alors l'entreprise est fermée. On a calculé le seuil de fermeture dans la question précédente, on sait que c'est un prix qui est égal à 4. Il nous faut maintenant identifier, formuler les quantités produites en fonction du prix. Et ça, on peut l'obtenir en partant de ces éléments-là. On sait que le prix est égal au coût marginal, et le coût marginal, on l'a calculé dans la question précédente, c'était 2y. Donc on peut écrire que le prix est égal à 2y, autrement dit, y, la quantité produite, est égale au prix divisé par 2. Ici, j'ai bien formulé la quantité produite par l'entreprise par rapport à une variable qui est le prix de marché. J'ai donc maintenant tout ce qu'il faut pour écrire la fonction d'offre individuelle, c'est-à-dire pour chacune des entreprises de catégorie 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si le prix est inférieur à 4, eh bien à ce moment-là, l'entreprise est fermée, elle ne produit pas, y est égal à 0. On sait que si le prix est supérieur à 4, alors l'entreprise va produire P sur 2. Il reste à déterminer la quantité qui va être produite par l'entreprise si P est égal à 4. Alors là, en fait, il y a un choix de la part du gestionnaire. Lorsqu'on est sur cet effet de seuil, soit on n'ouvre pas. La théorie économique ne nous dit pas grand-chose. Finalement, il y a deux solutions possibles. Soit on ne produit pas, c'est un choix du gestionnaire, et à ce moment-là, Y sera égal à 0. Deuxième hypothèse, on lance la production. Et donc à ce moment-là, si on lance la production sera de P sur 2, autrement dit 4 sur 2, c'est-à-dire 2. On fait la même chose pour les entreprises de type 2. On a vu dans la question précédente que le seuil de fermeture était obtenu pour un prix qui est égal à 6. Donc ça veut dire que si le prix est inférieur à 6, les quantités produites par les entreprises de type 2, ce sera égal à 0. Les entreprises sont fermées. Deuxième hypothèse, si le prix sur le marché dépasse ce seuil de fermeture, l'entreprise ouvre et elle se met à produire. Elle produit quelle quantité? Eh bien des quantités définies par le fait que le prix est égal au coût marginal. Le coût marginal des entreprises de type 2 est égal à 6y. Ce qui permet d'écrire que le prix est égal à 6y, on isole y, les quantités produites seront égales à P, le prix de marché, sur 6.
Donc si le prix est supérieur à 6, alors la production sera égale à P sur 6. Que se passe-t-il au moment de l'effet de seuil? Lorsque le prix est juste égal à 6, eh bien soit l'entreprise ne produit pas, et alors la production est bien 0, soit l'entreprise produit, et à ce moment-là, eh bien elle produira 6 sixièmes, c'est-à-dire une unité. Qu'en est-il maintenant de l'offre de marché? Pour le moment, on a regardé les offres individuelles, c'est-à-dire combien chacune des entreprises prises seules va proposer sur le marché. Il faut maintenant regarder l'ensemble et on nous disait dans l'énoncé qu'il y a 300 entreprises de type 1 et 300 entreprises de type 2. Donc ça veut dire que l'offre totale, S, sur le marché, c'est bien une fonction du prix de marché et elle va être égale à 300 multiplié par la production d'une entreprise de type 1 plus 300 fois la production des entreprises de type 2. Alors maintenant, on a vu qu'il y avait des discontinuités, donc on a deux catégories d'entreprises qui sont différentes et qui n'ont notamment pas les mêmes seuils de fermeture. Donc ça veut dire qu'en fonction des prix, on peut avoir aucune entreprise qui produit, uniquement une des deux catégories d'entreprises qui produit, ou alors les deux catégories d'entreprises qui produisent. On obtient du coup cette écriture-là lorsque le prix sur le marché est inférieur à 4. Eh bien, aucune des deux entreprises ne produit, et donc la production globale, c'est 0. 300 fois 0 plus 300 fois 0. Si on a un prix qui est compris sur le marché entre 4 et 6, eh bien, les entreprises de type 1 vont ouvrir, mais les entreprises de type 2 n'ont pas encore atteint leur seuil de fermeture. Donc, elles, les entreprises de catégorie 2, ne vont pas produire. Autrement dit, on va avoir 300 fois la production des entreprises de type 1, et c'était égal cette production à P sur 2. Donc ça donne 300P sur 2, c'est-à-dire 150P. Dans l'hypothèse où le prix dépasse eh bien, le prix de 6, les deux entreprises ont dépassé leur seuil de fermeture. Donc ça veut dire que là, je vais bien avoir 300 fois la production des entreprises de type 1 plus 300 fois la production des entreprises de type 2. Donc ici, ça fait 300P sur 2, donc 150P. Ici, ça fait 300P sur 6, c'est-à-dire 50P. Donc ça fait un total de 200P qui sont produits sur le marché. Alors, il y a deux situations finalement que j'ai éludées dans la réponse précédente pour définir la fonction d'offre. C'est le moment où le prix est égal juste à des seuils de fermeture. On a vu dans l'écriture des fonctions d'offre individuelles que finalement là, économiquement, mathématiquement, on ne savait pas déterminer ce qu'allait faire l'entreprise. Finalement, ça relève du choix de l'entrepreneur de produire ou de ne pas produire. Pour les entreprises de type 1, on avait dit qu'elles produisaient soit 0, soit 2. Et donc là, eh bien, on peut avoir tout un tas de situations intermédiaires. On a 300 entreprises. Il n'y a pas de raison a priori que nos 300 gestionnaires prennent la même décision. Certains vont peut-être décider de produire 0, certains vont peut-être décider de produire 2. Donc dans ce cas-là, imaginons que nos 300 entrepreneurs soient d'accord pour ne pas produire, et bien effectivement, lorsque le prix est égal à 4, et bien la production globale du marché sera égale à 0. Imaginons maintenant que nos 300 entrepreneurs décident de produire chacun 2, à ce moment-là, eh bien, on va avoir 300 fois 2 et donc 600 qui vont être produits sur le marché. Et puis après, il y a toutes les situations intermédiaires, c'est-à-dire que si on a un producteur qui tout seul dans son coin se dit « moi je produis 2 » et tous les autres, les 299 autres qui disent « moi je produis pas », ben, la production globale sur le marché sera égale à 2. Si on en a 2 qui produisent, ça fera 4. Donc on a toutes les situations intermédiaires ici qui sont crédibles, possibles et sur lesquelles on ne peut pas a priori savoir vers quel niveau va s'orienter le marché. Deuxième seuil, lorsque le prix est égal à 6. On a le même débat, à savoir, eh bien, lorsque le prix est pile égal à 6, ce sont cette fois-ci les entrepreneurs de catégorie 2 qui vont se demander s'ils produisent ou pas. Alors, lorsque le prix est égal à 6, les entreprises de type 1, elles ont largement dépassé leur seuil de fermeture, donc elles produisent. Elles produisent quelle quantité? Eh bien, elles vont produire P sur 2. Si le prix est égal à 6, les entreprises de catégorie 1 vont produire 3 unités. On a 300 entreprises de ce type-là.
Donc ici, on va en fait avoir déjà une production faite par les entrepreneurs de type 1 de 3 x 300, 900 unités, auxquelles il faut rajouter les éventuelles productions des entreprises de type 2. Alors soit on n'a aucun entrepreneur de type 2 qui se décide de produire. À ce moment-là, et bien sur le marché, on aura uniquement la production faite par les entrepreneurs de type 1, et donc ça sera 900. Mais il est possible qu'un entrepreneur parmi les 300 entrepreneurs de type 2 se décide à produire. Alors, lorsque le prix est égal à 6, ils produisent éventuellement combien? On l'avait vu tout à l'heure, 1. Donc si j'ai un entrepreneur de type 2 qui se met à produire, eh bien il y aura 900 unités produites par les entreprises de type 1, plus une unité produite par les entreprises de type 2. Et puis vous faites la même chose, on a toutes les situations intermédiaires. Si j'ai 2 entrepreneurs, eh bien j'obtiendrai 900 plus 2, 900 plus 3, etc. Jusqu'à ce qu'au final, eh bien on ait toutes les entreprises de type 2 qui se décident à produire, donc elles sont 300. Si chacune produit une unité, ça fait une quantité totale de 300. Donc en ce moment-là, on obtiendrait 900 unités fabriquées par les entreprises de type 1, plus 300 unités fabriquées par les entreprises de type 2, ce qui ferait une offre globale sur le marché à 1200. Donc on voit que lorsqu'on a des effets de seuil comme ça, il faut envisager le fait que toutes les entreprises ne vont pas forcément prendre les mêmes décisions et qu'on peut avoir tout un tas de situations intermédiaires. Alors graphiquement, quelle est l'interprétation de cette fonction d'offre? Quelle est la représentation de cette fonction d'offre? Eh bien, dans un premier temps, on va tracer cette droite-là. Cette droite-là, c'est la fonction de production des entreprises de type 1. Alors, on ne tient pas compte des entreprises de type 2. À quel moment? Eh bien, lorsque le seuil de fermeture des entreprises de type 2 n'est pas encore atteint. On avait dit que c'était 6, le seuil de fermeture des entreprises de type 2. Donc, tant que le prix est inférieur à 6, seule la production des entreprises de type 1 existe. Alors, cette production, elle a ici une discontinuité, puisque les entreprises de type 1 ont elles-mêmes un seuil de fermeture. Tant que le prix sur le marché n'a pas atteint 4, les entreprises de type 1 ne produisent pas. Lorsque le prix de marché a atteint 4, elles se mettent à produire une quantité égale à 600. On a ensuite une fonction d'offre qui augmente avec le prix jusqu'à ce que le prix soit égal à 6. Et ici, on a une quantité produite par les entreprises de type 1 qui est égale à 900. On va avoir ici un saut puisque, eh bien, il peut y avoir à ce prix-là, entre 0 et 300 entreprises de type 2 qui se mettent à produire, donc qui apparaîtraient quelque part ici. Et ensuite, eh bien, on va avoir la fonction d'offre des entreprises de type 1 et des entreprises de type 2. Donc on a bien la somme de la fonction d'offre des entreprises de type 1 plus la fonction d'offre des entreprises de type 2. Et on va donc se retrouver avec cette nouvelle représentation graphique qui va être la fin de notre courbe d'offre sur ce marché. Dans la troisième et dernière question de cet exercice, on nous propose maintenant une fonction de demande et on nous demande d'identifier l'équilibre sur ce marché. Alors la fonction d'offre, on l'a déterminée et on a vu que la fonction d'offre globale sur ce marché, lorsque les deux catégories d'entreprises produisent, c'est 200p. On nous donne l'écriture mathématique de la fonction de demande, donc l'équilibre est atteint lorsque la quantité demandée sera égale à la quantité offerte. La quantité offerte, on vient de le dire, c'est 200p. La quantité demandée est fournie par l'énoncé 2700 moins 100p. Donc vous résolvez cette équation à une inconnue et vous obtenez un prix qui est égal à 9. Donc ça signifie que le prix d'équilibre sur ce marché sera égal à 9. Si le prix d'équilibre est égal à 9, quelles sont les quantités échangées? Eh bien, vous insérez le prix à l'intérieur de la fonction de demande ou de la fonction d'offre, peu importe, on va trouver les mêmes résultats. Donc ici, j'ai pris la fonction de demande. Il aurait été plus simple de partir sur la fonction d'offre, mais tant pis, je n'ai pas fait comme ça. Donc on a 2700 moins 100p, vous remplacez p par sa valeur 9 et vous obtenez 1800. Donc ça veut dire que à l'équilibre du marché, le prix est égal à 9 et les quantités d'équilibre, les quantités échangées sont égales à 1800 au global. Quelle est maintenant la quantité fabriquée par chacune des entreprises de type 1 et de type 2?
Eh bien, on connaît les fonctions d'offre individuelles de chacune de ces deux catégories d'entreprises. Pour les entreprises de type 1, il s'agit de P sur 2, donc vous remplacez P par sa valeur et vous obtenez 4,5, donc ça veut dire qu'au prix de 9, chaque entreprise de type 1 produit une quantité égale à 4,5. Et pour les entreprises de type 2, la fonction d'offre était P sur 6, donc vous remplacez P par sa valeur, et cela signifie que les quantités fabriquées par chacune des entreprises de type 2 est égale à 1,5. Graphiquement, j'ai représenté ici la fonction de demande qui était proposée par le sujet, et on a ici la visualisation de notre équilibre de marché à prix égale 9, quantité égale 1800. Dernière partie de cette question, on demande d'identifier les profits de chacune des entreprises. Alors en fait, il y a deux méthodes de calcul possibles. La première méthode consiste à déterminer le profit global pour l'ensemble du volume de production fait par chacune des entreprises. La deuxième méthode possible, c'est de déterminer le profit fait sur la vente d'une unité et de multiplier ce profit unitaire fait sur la vente d'une unité par le nombre d'unités produites. Alors on va regarder ça en détail. Première méthode. Donc, je sais que le profit d'une entreprise de type 1, c'est égal à sa recette totale moins son coût total. Sa recette totale, c'est le prix multiplié par les quantités. Le coût total, eh bien, c'est le coût total déterminé par la fonction de coût de l'entreprise. Alors, la fonction de coût de l'entreprise, ici, on la connaît, hein, c'est y au carré plus 16. Je n'ai plus qu'à remplacer les inconnus qui nous sont proposés là, à savoir le prix, et je sais que le prix est égal à 9, et les quantités fabriquées par les entreprises de type 1 sont égales à 4,5, qu'on a déterminé précédemment. Donc du coup, j'obtiens cette écriture-là, 9 fois 4,5 moins 4,5 au carré plus 16. À l'intérieur de cette écriture, j'ai remplacé P et Y1 par leur valeur, et j'obtiens 4,25. Deuxième méthode qui devrait nous faire arriver au même résultat. Je vais cette fois-ci calculer le profit sur une unité vendue et ensuite je vais multiplier par le nombre d'unités que j'ai vendues. Donc le prix, il est toujours égal à 9 et je vais enlever le coût marginal. Le coût marginal, je l'ai calculé un peu plus haut dans mon exercice et c'était Y plus 16 sur Y. Donc je retrouve cette écriture ici. En faisant ce calcul à l'intérieur des crochets, j'obtiens en fait le profit qui va être réalisé sur la vente d'un produit. Sauf que cette entreprise-là, à l'équilibre, elle ne vend pas un produit, elle en vend 4,5. Donc vous multipliez par 4,5 et vous obtenez également 4,25. On a bien les mêmes résultats sur les deux méthodes de calcul. En fonction des calculs précédents faits dans un exercice, il peut être plus rapide et plus efficace de choisir la méthode 1 ou la méthode 2. Il n'y a pas de raison théorique et absolue de choisir soit l'une soit l'autre. Essayez de prendre la méthode qui vous nécessite le moins de travail, le moins de calcul. On fait la même chose pour les profits des entreprises de type 2. Donc là, je n'ai fait qu'une seule des deux méthodes. Ici, j'ai cherché le profit réalisé sur la vente d'une unité et je vais remultiplier par les quantités produites. Le prix est toujours égal à 9. Le coût moyen était de 3Y plus 27 sur Y. On l'avait calculé un peu plus haut, donc on retrouve cette écriture ici et on multiplie par les quantités 1,5. Et on obtient moins 20,25, ce qui signifie que les entreprises de type 2 font une perte évaluée à 20,25. Alors est-ce que c'est logique? Pour les entreprises de type 2, dans la première question, on avait identifié un seuil de rentabilité égal à 18. Donc les entreprises de type 2 sont rentables lorsque le prix est égal à 18 ou au moins égal à 18. Or là, dans l'équilibre de marché qu'on vient de déterminer, le prix d'équilibre est égal à 9. Donc le prix d'équilibre de marché est bien inférieur au seuil de rentabilité des entreprises de type 2. On n'est donc pas surpris de trouver un profit négatif pour les entreprises de type 2. Pourquoi est-ce que ces entreprises continuent néanmoins de produire? Pour les entreprises de type 2, le seuil de fermeture est égal à 6. Autrement dit, le prix est égal à 6 au seuil de fermeture des entreprises de type 2. Or, dans l'équilibre de marché que nous avons identifié, le prix est égal à 9.
Donc on a bien un prix de marché qui est au-delà du seuil de fermeture, donc les entreprises produisent, mais qui est en deçà du seuil de rentabilité, donc les entreprises font des pertes.